tard, c'est pour ça que j'arrive pas à m'en Un peu d'appréhension peut-être aussi, non? Non, pas du tout. Non, ça va. Pas du tout. Donc, où est-ce qu'il y a Vous voulez voir où nous sommes. Et alors ils sont donc venus le lendemain pour essayer de nous apercevoir derrière les barbelés. Le commandant du camp a donné ordre à un adjudant, aussi brutal que lui, à notre arrivée dans ce camp de Pithiviers. Il n'avait rien de dramatique, contrairement à l'habitude, parce que c'était déjà la journée assez avancée. On nous a fait mettre en rang. Et là-dessus sont arrivés deux Allemands, parce qu'on n'avait jamais vu d'Allemands dans ce camp. Deux Allemands sont arrivés, et aussitôt, on a commencé à lire des noms. Et les noms qu'on lisait étaient immédiatement embarqués dans un train, donc les lucarnes étaient grillagées par des barbelés, et entassèrent 110 par wagon. Je dois vous dire que ça se passait au mois de juillet 1942. Et il faisait une chaleur torride. Pas d'aération dans ces wagons. Rien. Pas d'eau. Parce que les gens qui avaient eu la précaution d'emmener, mettons, une bouteille d'eau, étaient vite partis. Du fait que les autres n'en avaient pas non plus. Alors c'était donc terrible ce qui se passait dans ces wagons. Les gens se battaient pour rien. Il y a même eu un mort qu'on a mis au fond du wagon. Et enfin, nous avons voyagé pendant plusieurs nuits, plusieurs jours, dans cet état-là, pour arriver enfin à Birkenau. Envoyés dans des baraques. Les baraques, vous savez, c'était ces fameuses baraques en bois que vous voyez parfois, où il y a parfois des soldats, parfois en remise des bêtes. C'était ces baraques noires, très longues, elles faisaient dans les 30-35 mètres. Dans ces baraques, alors, les allées sont devenues un peu sablonneuses, un peu pierreuses. Mais c'était un camp qui était d'une propreté inouïe. Chaque matin, les communistes, c'est-à-dire les gens qui aidaient le chef du bloc à tenir le bloc, devaient nettoyer les parquets avec une substance rouge qui versait dans l'eau. Et ce qu'il faisait, c'est que les parquets, une fois secs, étaient d'un rouge grenat. On vous donne des habits rayés et les autres habits allaient à la Bekleidungskammer, c'est-à-dire l'endroit où on rassemblait les habits, ou bien les chaussures. D'ailleurs, dans ces vêtements que l'on fouillait, que ce commandant Canal a fouillé, on trouvait souvent des pièces en or, surtout des pièces en or ou des diamants ou des rubis. Et alors, où se trouvaient-ils? Ils étaient cachés, les gens quand ils étaient déportés, quand ils avaient quelques biens, ils disaient puisqu'on me déporte, c'est que je vais aller dans un autre pays, il faut donc que j'amène tout ce que j'ai qui a une valeur quelconque avec moi. Et d'un autre côté, ayant peur qu'on les fouille et qu'on leur prenne tout, ils cachaient ça dans des endroits différents. Par exemple, les épaulettes des vêtements. Ils ouvraient les épaulettes et au milieu glissait un diamant, quelques pièces d'or, si possédé de plus cher quoi. Parce qu'il y a deux guides, c'est le groupe des enfants avec monsieur, un groupe et l'autre groupe avec les adultes, où vous allez faire diviser des personnes. Je crois que ça va mélanger les groupes. Oui, c'est mieux de mélanger les groupes, oui. Ce fossé existait, celui-ci non. Les baraques venaient également de l'autre côté. Les rats des chemins de fer ne rentraient pas dans le camp. Les rats des chemins de fer
Nathalie Renaud. Vous allez là, d'accord. C'est des créneaux. là. Ouais. Je voudrais vous dire bonjour. Hein. Vous allez bien, les voyages s'est bien passé, sans problème. Je m'appelle Dorota Kuczynska, je travaille comme guide au musée d'Auschwitz. D'accord. Voilà, je pense que cette visite d'Auschwitz, c'est bien sûr une leçon d'histoire. Mais ça devrait être aussi une leçon de sensibilité et une leçon de témoigner. Alors ici, nous sommes à Birkenau, qui n'était pas du tout comme ça. Il y avait des places, des barricades, c'est partout. Un espace libre, où il y avait 2 rails perpétuellement plantés. Le camp qui on ne voit plus rien. Là, les quelques baraques là-bas. Tous ces rails que vous voyez n'existaient pas. Les rails s'arrêtent à l'entrée du camp, à l'entrée de la camp. Jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et je dois vous dire, on ne meurt pas vite dans cette situation. Le pauvre type, il souffre le martyr, vous ne pouvez pas vous. En un mot, je dois vous dire que c'était ici l'enfer, c'est terre, c'est même pas le mot. En enfer, c'est certainement plus facile. Ici, c'était incroyable. Le monde entier n'avait jamais vu quelque chose de comparable à ça. Longueur du bras et passer la tête droite. Et le gars, il regardait ceux qui avaient l'air malades. Là, il dit immédiatement les gars. Alors, ces 2 copains, donc, voyant que j'étais dans les lèvres, les vacances, on ne mange pas ici, on refuse de manger. Les latrines dans la partie ombrica. Ah, les latrines. Voilà, c'est-à-dire là-bas, on voit un poêle, mais vous parlez d'un baraquement d'habitation, maintenant ou latrine? Non, ici c'est un baraquement d'habitation. Non, pas du Non. tout. Latrine, regardez. Ah, bah Et tiens, je vais à qui je expliquer. dis, ah, faut faire les latrines. Après, vous allez compléter, d'accord, peut-être. Vous savez, c'était les toilettes, les latrines en français, mais en 1941, il n'y avait pas de latrine à Birkenau. C'était des fosses communes, très primitives. Et vous savez, comme le sol était boueux, très souvent les déportés faibles, malades, glissaient, tombaient dans ces fosses. Ils se noyaient. Alors, vous savez, les nazis ont achevé la création de toilettes assez tard. Comment ça fonctionnait? C'était des baraquements comme celle-ci. Et la première partie inexistante, c'était des lavabos, avec des tuyaux par lesquels passaient de l'eau. Ce n'était pas des robinets, l'eau coulait sans cesse, mais c'était des masses filets d'eau. L'eau n'était pas potable, hein. C'était souvent un peu noir, mais ça ne rien absolument pas, c'est bien lavé. Et les déportés avaient le droit d'aller aux toilettes. Les gens qui tuent sans arrêt, ils avaient donc des gens qui ne dormaient pas. Ils prenaient dans le camp, avec toujours le fameux gourdin. Quand quelqu'un allait au lavabo, comme dit mademoiselle, ils couraient le risque d'être tués en route. Parce que les bagues se trouvaient assez loin du lavabo. Il fallait faire un assez bon bout de chemin. Et alors, quand arriva un fait capot, Oui, et voilà. Vous savez, dans le jargon du camp, on appelait des personnes épuisées à l'extrême qui mouraient de faim musulmanes. D'accord? Très souvent, ils étaient là, morts. Alors, vous avez des cadavres, bêtes, des petites bêtes un peu partout, et cris, coups de matraque, coups de bâton. On pouvait rester propre, on pouvait se laver, c'était une heure, je ne pense pas. En plus, vous savez qui nettoyait ces toilettes? Scheißen Kommando. Voilà. Et au début, il fallait vider ces latrines à la main, avec des sorts, et cuillères. À la fin, on a construit un système de drainage pour vider mécaniquement. Vous pouvez voir des tuyaux qui existent encore. Hein. les Polonais, et vous savez que les Polonais avaient eu le droit de recevoir tous les mois un colis de la famille. Voilà, mais il faut expliquer. Tous les juifs étaient privés de ces privilèges-là. Non, on ne rien. Voilà. Alors, des Polonais, Tchèques, autres pouvaient le faire. Il fallait d'abord arrière. Voilà, comme disaient les Allemands. Voilà. Arrière. Exactement. Ils étaient bons arrière, remarquez. Oui. Ah, ils étaient bons arrière. Et vous savez, mais les témoignages sont aussi très très différents. Genre, je suis entrée il y a pas longtemps une dame, déportée française, juive française, éclairée de polonaise. Elle a décrit des cris suivants. Comme ces femmes étaient là très longtemps, en 1944, elles étaient dans un état d'épuisement extrême. Elle faisait tout, elle se mettait par terre pour
pouvoir un petit morceau d'air pour pouvoir manger, etc. Maintenant, Alors voilà, elles étaient aussi victimes. Alors là, je pense qu'il ne faut pas parler des nationalités, polonais, bourreau ou allemand bourreau. Là, il faut comprendre, voyous sont dans chaque nation, n'est-ce pas? oui, mais Ouais. vous savez, ça fait déjà un moment que je vous parle de ça, je n'ose pas, parce que vous êtes polonaise. Ah, non, non, allez-y. Mais Allez, vous pourquoi? savez, Moi, je suis pas vous savez, responsable. mademoiselle, non, Madame. vous savez que dans l'ensemble, je suis, vous savez, un des plus vieux déportés de France. Dans l'ensemble, nous avons eu beaucoup plus à souffrir des Polonais envers les Juifs, j'entendais, envers les Juifs, parce que vous êtes Polonais, vous savez très bien que le Polonais est les Juifs. Il n'aime pas les Juifs. Alors ici, laissez-moi. Vous aurez la parole après de l'argent. Laissez-moi seulement terminer, j'en ai pas pour longtemps. Vous savez que les Polonais, Vous parlez de la nation ou les prix? pas la nation, moi je ne connais pas la nation, je ne suis pas polonais. Moi je vous parle des Polonais qui étaient au camp, ici, avaient les meilleurs postes. C'est sûr, comme c'était là de les deux. Non, pas pour ça, non. Ils avaient la Pakettenstelle. La Pakettenstelle, ça veut dire, Oui, c'est-à-dire. c'est eux qui fouillaient les colis que recevaient les autres déportés. Ils prenaient tout ce qu'ils voulaient là-dedans. Ils avaient la même chose pour les tout déportés au Canada. tout le secrétariat du camp, C'était des Polonais. c'était des Polonais. Comme ils Tous étaient- les postes de quelque importance que ce soit, c'était des Polonais. Et croyez-moi, ils ne se privaient pas pour taper sur les autres. Je n'ai jamais vu de telle sauvagerie nulle part de n'importe quel peuple que j'ai vu, je ne dis pas des Polonais maintenant, mais des Polonais que moi j'ai vu ici au camp. Nous avons eu plus à souffrir des Polonais que des SS. Les SS nous tuaient lorsqu'ils recevaient l'ordre de nous tuer. Les Polonais nous tuaient, nous tapaient dessus sans avoir reçu l'ordre, par méchanceté. Je viens d'expliquer, les camps causaient des comportements extrêmes, à la fois héroïques et Nous- ensuite primitifs. C'est un autre monde. On avait aussi un comportement extrême. Les Tchèques, les Yougoslaves, enfin tous les autres avaient aussi des comportements extrêmes, ils étaient dans un camp, mais ils ne faisaient pas ce que faisaient les Polonais. Oui, ça c'est votre témoignage, je pense. Pourquoi? Vous n'avez pas connu des capots juifs? Si, Ils étaient les plus mademoiselle, je vous ai dit que j'étais franc. Je ne sais pas pour le nom, de toute façon, il y avait un seul capot juif dans tout Birkenau. Je l'explique. Vous C'était savez, du bloc 21 et j'ai- il s'appelait Mundek. Oui, je me rappelle même son nom. D'accord. Moi, je vais vous dire, il y a un livre sur les capots d'Auschwitz. D'accord. Je conseille à tout le monde. Hein. Elles sont tous des Oh, mais Polonais, c'est tout des Allemands, Juifs. capots. D'accord. Bel capot déjà, c'est déjà, ils sont très bas de caractère. Vous savez. Voilà. Que ce soit juif, polonais, turc, chinois, lorsqu'on devient un capot, quand on vous donne un gourdin dans la main et puis on vous dit que vous avez le droit de taper sur tout le monde, vous savez, et surtout avec la vie qu'on avait. Ce n'étaient pas les Polonais, mais les gens qui étaient voyous, qui étaient méchants, qui étaient malheureusement d'origine polonaise. Je ne vous ai jamais dit que c'était des barons polonais, moi. Hein. Voilà. Non, je ne vous ai jamais dit ça. Moi, je dis des Polonais. Pour moi, ils pouvaient être n'importe qui, balayeur de rue, ou baron, comme on dit, ou je ne sais quoi. Mais il faut dire que les Polonais, je détestais tellement. Écoutez, Je vais expliquer les Il a choses. reconnu sa femme qui faisait un des prénoms. Il a reconnu sa femme, en tout cas, on va Je vérifie ça, je te raconte que je sais pas. Il a décidé de prendre les photos à son titre privé personnel. Il a réussi à survivre. Après la guerre, il a passé la Europe, les banques, à y être chez lui. Et ça fait partie de ce qu'il pense. Et ils sont photocopiés par les SS, par le centre. Et ces photos représentent les capitaux ça déporte français. Hollandais ou belge. Oui, mais non, ça. À Birkenau, il existe deux types de sélections. Le premier type, la sélection réalisée à l'arrivée,
elle n'est touchée que des déportés juifs, hein, d'accord. Ensuite, deuxième type de sélection, c'est dans les camps. Alors, monsieur peut-être va en parler. Les gens sortaient, d'accord, nus, ils devaient se mettre nus devant le vue d'un médecin ou un infirmier assassin. Ensuite, toutes les personnes malades, faibles, avec des bras, jambes cassés, avec des blessures, des cicatrices, pouvaient se diriger à la mort commun, plus inerte au travail. Alors, ces personnes étaient enfermées d'abord dans cette baraque, et comme souvent il n'y avait pas de place à l'intérieur, ces gens étaient allongés dans la cour, d'accord. C'est là où ils attendaient le transport vers le four crématoire, vers les chambres crématoires. Et parfois, ils devaient attendre leur transport et à quelques heures, parfois plusieurs jours. Pourquoi? Parce que j'essayais de ne pas aller travailler le plus possible. Alors comme je n'étais pas long, je me couvre avec la couverture de la tête aux pieds, je mettais mes pieds comme ça, et comme ça il n'y a pas de poste dans la couverture. Alors quand le chef de la baraque, c'est-à-dire un SS passait, je regardais toujours si quelqu'un était en reste. Alors il faisait tout comme ça, de l'autre côté, puis il part. Et il n'allait jamais jusqu'au mur, parce que le mur, ceux qui me dormaient dans un mur, personne, alors il repartait. Et je suis resté comme ça. Parfois, une fois, je suis resté plus d'une semaine, en plein hiver. Et de l'autre côté du escalier. Contre un mur, comme ça. Et la dernière place. Ça contre le mur. Vous étiez combien par étage? Par étage, il n'y avait pas de nombre à délimiter, il fallait encastrer, comme on dit, l'un dans l'autre. Vraiment encastrer l'un dans l'autre. C'est-à-dire 10, 15, 20... Il n'y avait pas de nombre. La baraque, c'était 1000 personnes. Ah ben on Voilà. a tout compris. 1000 personnes de là à 1000 là. personnes, là, et là. 1000 personnes. C'est-à-dire que toutes les baraques, c'était 1000 personnes. D'accord. Et le camp se composait de 30 000 déportés. Et comme je l'ai déjà dit, il ne fallait pas qu'il y ait 29 999, ni 30 001. S'il y avait 30 001, le 1 était tué tout de suite. Oui. C'est 30 000, c'est 30 000. C'est la rigueur dans l'horreur. Oui. L'endroit héroïque à gauche de Pierre, c'était cette partie là-bas à gauche de la chambre à gaz, et cette partie là-bas au fond devant nous, le crématorium. Il y en a qui ont une honte d'avoir le numéro, moi non, pas du tout. Qui ont une honte, oui, c'est important. Enlever toute la chair ici, pour essayer de taper. Moi, je l'ai dit avec fierté. C'était entièrement transformé. D'abord, il y a la nature. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'arroser pour que l'herbe pousse. L'herbe pousse parce que c'est tout à fait naturel, un arbre pousse parce que c'est naturel. Donc la nature elle-même a changé le monde. Oui. Ah, par contre, j'aurais reconnu les miradors. Alors ils avaient deux sortes de miradors. Ils avaient ceux-là et ils avaient des miradors sur pied. Chaque pied, la hutte en haut. Voilà. Au moment où il n'y a pas de Alors je crois que les miradors sur pied sont à Auch. à ce moment-là, vous allez donner des Mais il fallait tuer les gens de n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière qui est bonne pour éliminer les gens. Et c'est ce qu'on parlait, justement, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un, je parlais de la chaleur. Par exemple, aujourd'hui, il fait relativement chaud. Hein. Donc, c'est vrai que c'est très impressionnant de voir le camp l'hiver, mais imaginez qu'en pleine chaleur, c'était pas mieux. Hein. Quoi? Il y avait pas d'eau. Voilà. Alors se laver, ça fallait mettre hors de question de se laver ici. On ne peut pas se laver.
rue, on rasait des hommes, des femmes, des jeunes filles. On rasait sur tout le corps. Ensuite, on désinfectait les endroits rasés avec un produit qui était là pour ça donnait beaucoup de souffrance. Dans la prise qui était à côté, les gens qui passaient par ici, ils passaient l'examen d'un médecin. Mais... Les lave-linge, c'était pas du tout ça, c'était des trucs qui viennent importer, ça. Ça vient d'être importé. Les lave-linges à Auschwitz, qui étaient nettement supérieurs à ce camp-là au point de vue de propreté, c'était d'énormes bassins, on appelle ça des vécherailles, c'est-à-dire là où on lave le linge. C'était d'énormes marmites où des déportés tournaient le linge dedans, et c'est comme ça que le linge se lavait. Mais j'ai jamais vu un truc moderne comme ça nulle part. On nous raconte des histoires, on sait pas. C'était pour désinfecter. Je l'ai dit ce matin dans le cadre des élèves, et je le dis à tout le monde, on a décidé d'essayer de rendre un hommage à tous ces gens qui sont morts ici. On essaiera de... Voilà. Regarde-moi. Non, mais vous étiez en train de... Bon, on va les mettre au chemin. Oui, c'est pour ça. Merci beaucoup. Oui. Elle commence à siphonner avec la chaleur. Même quand on voit que moi, dès que c'est un contre-jour. Tu veux que je te prenne devant, Alexandre? Comment? Ah bon, j'ai pas vu. Ouais, faut le prendre ça. Ouais. Gros voltage. C'est ça qui, si vous voulez, entre le parleur des fois, on va ensuite faire le barbelé. La dernière, c'est celle-là. Et il y en a encore une plus petite devant. Et devant, il y avait une toute petite faisant environ 50 cm. C'était marqué Alt, en français, Alt en allemand, et Flouille entre le nez. Il ne fallait pas mettre votre pied de l'autre côté, parce que le SSX, les enfants miradors, c'est directement avec le mal du milieu. Et il vous visait complètement avec celui-là. C'était la zone neutre. Cette partie là-bas, c'était la zone neutre. On pouvait pas s'approcher à cette zone.
Vous pouvez, ceux qui veulent aussi, il y a encore quelques roses qui restent de ce matin, si vous voulez déposer une rose. Oui. יתגדל ויתקדש לרבה, עלמא תברך וימליך מלכותי, וחייכון וידבון וחיים כל בית ישראל, והגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהיה שמי רבה, ברך לעולם לעלמי עלמיה, יתחבר ויתברך ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר,
לעילול שמי דקדושה בריחו, לעולם מן כל ברכתה, לשירתה, ותושבחתה, ונחמתה, והמירון והעלמה ויאמרו אמן. יש למה רבה, יברך שמי, וחיים עלינו ועל כל עמו ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום עלינו, והוא יעשה שלום על כל ישראל ויאמרו אמן. Je vous étais un signal là-bas. Mais moi, ça me touche beaucoup ce truc. Les sols étaient toujours lavés avec une espèce de ceinture rouge. Les sols étaient donc toujours rouges. Les blocs ici étaient impeccables. Vous allez voir au rez-de-chaussée, il y a des water. Et c'était la prison dans la prison. Et alors, ceux qui rentrent là-dedans, c'est rare qu'ils sortent de prison. Parce qu'ils ont une condamnation qui a priori ne semble pas terrible. Par exemple, si un gars a été pris à faire une fausse question, il était condamné à rester debout. Et il y avait des cagibites qui faisaient 70 cm. Il ne pouvait ni s'asseoir, il pouvait rendre des questions, il disait, il va me toucher. Il restait là-dedans, alors ils étaient condamnés. Alors la plus condamnation, c'était 12 jours. Mais il y en a qui étaient condamnés à 12. Alors on était que je veux dire qu'il avait refusé un type que l'on avait pu faire retirer comme ça, il était raide. Raide. Il ne savait plus quoi inventer comme mort pour se montrer infect, encore plus infect qu'il ne l'était. Vous savez, on n'a jamais vu. J'aime beaucoup l'histoire, pense à toi. Je raconte toujours à ma femme ce que je vais lui dire à vous. Je vous dis tant que je vivrai, tant que j'aurai ma voix pour parler. Je me consacrerai toujours, toute ma vie, tout le reste du moins de ma vie, à faire connaître l'époque où j'ai passé ma vie. Voilà pourquoi je suis là, et croyez-moi, je suis fatigué. Et voilà pourquoi je suis là, c'est pourquoi je ne sais pas si je recommencerai encore, je vais d'appeler mes forces que j'aurai, mais je n'ai conduit des délégations, je n'ai conduit rien. Je fais rien. Vous êtes rentrés déjà là? C'est une horreur. Une horreur. Le bloc 11, c'était une horreur. Si vous voulez, si on veut parler rapidement, je dirais que c'était le bloc de la torture. Non seulement tuer là tous les gens, vous avez vu le mur qui sont là-bas. On appelait ça le mur noir, parce que Rhône était noir, tout le monde. Maintenant, était fusillé pour n'importe quoi. Et c'était surtout destiné aux Polonais.
peut faire tout ce qu'on veut pour passer des films, on peut tout faire. Voilà, alors je pense qu'après cette journée qui a été très riche en émotions, qui a été aussi très fatigante physiquement, on a voulu, nous les membres de l'association et vos professeurs, qu'on se réunisse tous ensemble pour parler, pour peut-être essayer d'un peu évacuer les émotions et les choses que l'on a vues et pouvoir les exprimer. Donc on ne va pas faire de monologue, ni moi ni personne d'autre. On va vous laisser à vous la parole, à vous de vous lever, de vouloir dire quelque chose, de peut-être avoir des questions à poser à notre déporté Samuel Schmitz, ou alors à d'autres membres de l'association, puisque parmi tous les gens qui sont venus ici de l'association, qui sont avec vous, il y a donc des enfants de déportés qui ont peut-être des choses aussi à vous dire, vous avez peut-être des choses à leur demander, par rapport, comme on parlait ce matin dans le car, au manque, au vide, par rapport aux familles, et ainsi de suite. Et peut-être aux enfants cachés aussi, ça peut être un sujet intéressant. Donc si quelqu'un veut commencer. Certainement, donc les bulletins qui sont parus, le camp d'Auschwitz, le camp Birkenau, vous avez appris la déportation, la solution finale, 6 millions de morts de Juifs, 6 millions de Juifs décédés, morts, brûlés dans les fours. Vous vous demandez un peu comment c'est arrivé. C'est pas arrivé comme ça. C'est un suivi, ça a commencé d'une manière politique, et c'est pour ça que peut-être le président pourrait vous expliquer comment, en finalité, on a réussi, il faut dire les mots, une politique suivie, réfléchie, programmée de tuer 6 millions de femmes et d'enfants. Donc vous avez vu, vraiment, vous avez touché le fin du fin. C'est ce qu'on appelle pratiquement sortir de l'humanité. Aujourd'hui, ce que vous avez vu. Voilà. Vous se lever et puis voilà. Mathilde, demande-toi, Mathilde. Oui, je voudrais savoir si dans les différents camps où vous êtes allés, si dans les différents camps où vous êtes allés, vous en êtes sortis enfin, je sais pas, si c'était chacun pour soi ou s'il y avait une grande solidarité Voilà ce que j'appellerais une bonne question, une bonne déléguée. Écoutez, on laisse la veste à belle torche. Oh, dis donc, tu vas me taper dessus, non? Qui avait besoin quand même, malgré tout, de manger. Il y a eu des faits qui étaient quelque chose d'abominable. J'ai vu, personnellement, le père, pendant qu'on dormait, le père volait la ration de pain de son fils. Ainsi, le fils était condamné par avance du fait qu'il ne mangeait pas, il ne pouvait pas travailler, il était condamné à mourir. J'ai vu des faits qui sont impossibles à comprendre, et pas plus qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé et comment ça s'est donné à des moments où on est averti. Non. Les sélections au grave avaient lieu à n'importe quel moment. On n'était donc jamais certain de pouvoir vivre la minute qui suivait. Quoi vous dire? Vous savez, j'ai tellement vu pendant ma déportation de choses qui m'est devenu très difficile d'en parler. Pourquoi? Lorsque nous pouvons manger ce que nous voulons, condition que nous bien sûr de l'argent, on ne peut absolument pas arriver à comprendre s'il a pu se produire des choses comme j'ai vu. Ouais. La question de mademoiselle, c'était, elle portait essentiellement sur la solidarité dans les camps. Ah, oui. Alors, attends, excuse-moi ça, je voudrais juste donner un éclairage.
j'ai vécu après la guerre dans un milieu où il n'y avait que d'anciens déportés qui étaient revenus, dont mon père qui était revenu, et il y avait uniquement d'anciens déportés. La plupart de ceux qui sont revenus l'ont dû à la solidarité qui existait momentanément à un moment donné. Sans ça, il y aurait eu beaucoup plus un corps de gens qui ne seraient pas revenus. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il fallait de la chance, ça tenait à peu, ça me l'a dit, la survie d'un déporté tenait vraiment à très peu de choses. Mais à un moment donné, quelqu'un qui donnait un morceau de pain à quelqu'un qui en avait faim, ou quelqu'un qui lui donnait à boire quand il avait soif, qui lui donnait un jour de plus de survie, quand il y avait eu l'épidémie de typhus, vous savez, tous on vous l'a dit qu'il y a eu des maladies terribles ici, quelqu'un qui le soignait ou qui le planquait, ça m'a dû vous raconter qu'un jour il était fatigué, quelqu'un le portait pour aller au travail. Ça, c'est la solidarité. Et la plupart de ceux qui sont venus l'ont dû à des moments de solidarité. Donc, ce qu'on peut dire, je crois, il n'existait pas une solidarité de tous les instants, parce que l'homme, par nature, est égoïste et pense à sa survie. Mais presque tous ont dû, ceux qui sont venus, à des moments de solidarité. Vous ont aidé, alors que vous étiez Vos amis vous ont aidé, ont tenu vos bras chacun oui. de côté, que c'était pas de la solidarité? Ah, mais attendez. Ça, ils n'étaient pas en train de me donner un morceau de pain. Ils n'étaient pas en train de se priver, eux, de manger. Oui. Maintenant, les choses sont contradictoires, collectivement et individuellement. On a tous des sentiments contraires. Bon, on est tous traversés, on voudrait faire ceci, puis on fait cela. Bon, vous avez peut-être vu une photo, sur des photos comme celle des enfants. J'ai retrouvé, moi, une cousine et son petit frère, Sulamite et Marc Ast. Lui, il avait 8 ans et demi, elle en avait 18 et demi. Elle avait fait un peu de résistance à Lyon, et elle s'est livrée quand ses parents ont été arrêtés, et qu'on ne se fait pas, d'être séparés des parents. Et ils sont partis ensemble par le convoi 60. Et quand elle est arrivée, donc, parce que mon oncle, lui, a survécu, il est revenu, et au moment du procès à Eichmann, il a été interviewé par la presse, c'est comme ça que je le sais, parce que c'est une historienne, à l'occasion d'une commémoration, qui a donné l'interview, et il raconte l'arrivée déjà sur la rampe dont on nous a parlé aujourd'hui. Lui et Sulamite, le SS, le médecin, d'un côté, et puis la mère et l'enfant d'un autre côté, et la mère du côté de ceux qui vont travailler. Et elle ne pouvait pas supporter que son fils aille d'un côté, il a bien voulu qu'elle aille avec son enfant, donc direction la chambrette. Et quand ma cousine a appris, il faut entrer, où était passée sa mère et son fils, elle voulait se suicider. Et ce que raconte le père, c'est que finalement une autre déportée a dit, la question si la charité est relative, elle s'exprime de façon diversifiée. Tu ne peux pas faire ça, parce qu'il faut qu'on vive pour que ça se sache. Parce que si le crime, on meurt tous, personne ne sera l'abomination, et donc ils auront triomphé. Non seulement ils auront anéanti des gens dont ils pensent qu'ils n'auraient pas dû exister sur la terre, mais en plus on ne saura pas le crime. Ce qui était leur le but des nazis, en faisant le Sobibor avant même. Les gens, effectivement, les anciens déportés, ont voulu continuer à vivre, refaire leur vie. Et puis, il y a, je crois, un deuxième facteur aussi, c'est que quand ils racontaient ce qui leur était arrivé, personne ne les croyait. Ça. Et personne ne voulait... Pendant 20 ans, je n'ai raconté rien du tout. Quand on m'interrogeait, je me souviens, je me trouvais dans un train, une famille française de Bayonne, on tape un peu, et dans un train, il y avait une femme qui était... Alors en particulier, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a Raymond, il y a Daniel, il y a Monsieur Boricki. Et je vais faire un grand merci en mon nom propre, au nom de Sam et au nom de tous les gens de l'association. C'est vous remercier. Parce que vous êtes absolument des élèves formidables. Et vous avez vraiment participé et fait que ce voyage soit une réussite. Je remercie aussi vos professeurs. Parce que et puis pour finir, j'espère que
que ce voyage, bon, on a encore une petite partie demain matin évidemment, mais on espère que ce que nous avons partagé tous ensemble, ben, ça ne va pas se terminer là, ce voyage, que vous de votre côté, vous allez peut-être nous faire parvenir des petits textes, des petites choses, voilà, pour exprimer un petit peu vos sentiments que vous avez eus par rapport à ce voyage. On a parlé avec Madame Maillet-Virol d'un petit spectacle, voilà, on fera certainement, je ne sais pas, la rentrée, déjà une petite réception peut-être à la mairie du 19e, n'est-ce pas Joyce, voilà, et peut-être éventuellement effectivement un petit spectacle, quelque chose. Enfin, on aimerait bien, nous, de notre côté, au niveau de l'association, qu'il y ait un retour aussi de votre part, et qu'on soit amené à se revoir, qu'on continue un petit peu cette aventure-là, un petit moment aussi avec vous, voilà, et que vous nous rendiez ce qu'on a essayé de vous transmettre. Comme disent certains adhérents, il faut aussi dire que Et de raconter à vos amis ce que vous avez passé avec nous. Demain. Oui. Le monsieur là au fond. Alors on prend la photo de la synagogue Alte Schule. La grande synagogue Alte Schule, moitié du XVIe siècle, elle remplace la place où plutôt il y avait une synagogue en bois, parce que chez nous on a fait beaucoup de comme ça. La synagogue, Regarde Alexandre la Ménora. Il y avait le premier cimetière et on ne se fait pas sur la même place naturellement enterré. Alors elle est intacte. Au fond à droite, la dernière maison orange, il y a aussi un restaurant. C'est dans la cave, il y a tout bien gardé, abandonné depuis longtemps, mais vous voyez dans quelles conditions habitaient ces juifs qui habitaient le vieux ghetto, des familles très pauvres. Alors c'était comme ça, mais maintenant vous voyez c'est vendu naturellement, alors on fait aussi de nouveau quelque chose de moderne. Et quand vous regardez en arrière où le monsieur marche, c'est la rue que vous pouvez reconnaître dans le film. Quand le petit Paul Detpouré, il était attrapé par la police allemande. On a tourné ça dans cette petite rue ici. Comme ça, on regarde. Jakubowicz, c'est lui qui a donné l'argent pour la construire en 17e. C'est la dernière grande synagogue ici parce qu'en 17e, nous avons eu les Suédois. Non, et la Pologne et Cracovie a souffert aussi le quartier juif et les Juifs ne sont revenus jamais dans la bonne situation économique que le pays. Alors simplement savoir vos impressions sur le voyage, sur la visite. C'est un autre moyen d'apprendre que les cours et celles qui cherchent à écrire. Et c'est plus intéressant, on se prend plus au jeu en fait. Et donc on apprend plus facilement et en plus la visite de Cracovie c'est super joli. C'est sympa. Merci. Et vous? À peu près les mêmes choses. Il y a moyen de aussi autre chose que les dates et les faits, mais aussi comment c'était vécu par les personnes qui ont passé par là. Alors, vos impressions du voyage, de ce que vous avez vu? En fait, vous attendiez pas avant que ça vous touche autant.
c'est quoi? C'est les lieux ou alors le témoignage qui... C'est trop d'un coup. Sur ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Par rapport à tout ce qu'on fait comme idée pour documentaire et livre d'histoire et tout, ça m'a, je sais pas, j'ai l'impression que ça me paraît plus réel et document des fois que le vrai lieu. Le lieu, ça me toujours l'idée, ça me paraît toujours pas réel. C'est plus les témoignages en fait, c'est tous les documents, tous les... Voilà. Je pensais pas du tout comme ça en fait, ça m'a fait bizarre. C'est-à-dire, vous imaginez comment? Quand on voit par exemple, il y a un documentaire sur France 3, quand on voit par rapport à ce documentaire, ça paraît plus grand, moins grand, plus... c'est de quel... je sais pas, moi ça m'a paru l'entrée, j'imaginais l'immense en fait par rapport à la porte, ça m'a semblé... En fait, les lieux vous ont paru relativement petits. Par contre, la longueur, c'est vrai que c'est très impressionnant. Il y a comme autant de monde, autant de morts dans ces petits espaces, ou c'est quoi? Ou cette impression d'usine de la mort? De symétrie, de géométrie, tout ça, c'est... D'organisation, d'accord. Impossible d'y croire, même en étant sur les lieux. C'est-à-dire... ému le plus en fait? C'est quoi? C'est le lieu? C'est le fait qu'il y ait un ancien déporté? Ouais. Mais alors qu'est-ce que tu imaginais? Tu disais qu'il y avait une différence.
ça t'a permis d'apprendre des choses différentes, enfin de plus. Déjà bien renseigné, parce que ça m'a renseigné. Je savais après la plupart des choses. C'était plus au niveau des grands mails, des organisations, de comment c'était fait, etc. Je savais pas vraiment. Et là-dessus, même sur le nombre de votes, ça, je savais pas que c'était D'accord. Je dirais, s'il y a un seul mot, ce serait les émotions. Vraiment. Et par moments, des difficultés à imaginer tout ce qui a pu se passer là-bas, alors qu'on était sous le soleil, au milieu d'une verdure, que ça aurait pu être une promenade comme une autre, très propre, sans bruit. Et puis par moments, ça me prenait et c'était des émotions là trop fortes, je ne trouve même pas de mots pour le dire. Le sentiment que je ressens jusqu'à ce que je sois entré dans la chambre d'âge, on me tient une fois que je suis entré dans cette chambre d'âge, honnêtement, j'étais très impressionné et ça m'a tenu toute la journée. Quant à ceux qui ont une nouvelle semaine, ils sont parfaitement gentils tous. On ne peut rien dire sur eux, ils sont très agréables et une bonne compagnie. Bon. Et sur les élèves, sur la réaction des enfants, qu'est-ce que... Mais c'est ce que je viens de dire, ils sont très gentils. Ouais. On ne peut rien dire sur eux, vraiment ils sont agréables. Merci. Voilà, c'est sûr que la confrontation, est-ce que ça a été réellement c'est une émotion qui est posée quand on est accompagné par quelqu'un qui a vécu ça, qui donne un contour, une épaisseur mentale à ce genre de choses. Ça a été vraiment accompagné un peu. Je sais pas comment elle est. Ouais, t'es bien, ouais. Mais je crois que... Oui, la jeune, là, c'est ça Ah oui, la brune. D'accord. D'accord. Tes impressions. De quoi s'agit-il? Bah, tes impressions. Bah écoute, les jeunes filles étaient très belles. Oui. Pas ces impressions-là. Là, tu te défiles, Yoram. Bon, bah écoute, voyage très très intéressant. C'est vrai que c'était pas forcément dans mes prévisions de faire ce voyage. Ça s'est fait comme ça. J'ai eu la chance d'emmener mon fils. Hein. Je pense que pour moi c'est quelque chose d'assez important et pour de lui, partager. Et pour lui beaucoup. J'ai trouvé que cette organisation avec les jeunes, avec l'association, était tout à fait exceptionnelle. Donc, je suis très très satisfait de ce voyage. J'attends voir un petit peu les suites qu'il y aura pour les jeunes, pour nous. Voilà. Je suis très content, malgré que ce soit un voyage court, quand même de l'avoir fait au moins une fois. Après on verra ce que l'avenir nous réserve. J'appréhendais un peu. Finalement, Je dors, je ne mange pas d'avoir plus d'informations. En fait, avec des amis de ma mère, ma belle-sœur, toute la association, on a passé 2 jours très intenses. Et j'étais très contente qu'il y ait beaucoup de gens d'âge différents. Je trouvais ça très enrichissant. On avait vraiment des plus jeunes, assez jeunes, âgés, avec les témoignages, et puis tous ces gens forcément n'ont pas de lien. Tout ce mélange d'âge, et j'ai appris à connaître des gens ici. Je suis contente. Je repars pour un deuxième voyage. Pas ici, mais en Israël l'année prochaine. Eh ben super, c'est génial. J'appréhendais ce voyage. J'avais peur parce que je suis angoissée d'énergie, j'avais peur d'être angoissée. Mais finalement, je trouve que ça nous a été présenté avec beaucoup de décence, avec beaucoup de respect, par des personnes de tous âges. Le mélange d'âge était formidable. Et j'en ai retiré une grande paix. Un cauchemar la nuit précédente, mais une grande paix intérieure. Et je suis contente de l'avoir fait. Je vous remercie pour l'organisation. Je suis très contente de l'avoir fait. Je reviens.
Alors, sérieusement. Je suis sérieux. Bon, alors, par rapport à ce que vous avez ressenti, par rapport à... Qu'est-ce que tu Dans 2 secondes, je vais pleurer si vous continuez. Bon, alors je vais passer alors à Annie après. Moi, ce que d'abord, je suis très heureuse ici. Idem. Toute l'organisation, les gens qui ont aidé à réaliser tout ça. Le choix de la classe, parce que les enfants ont été c'est pas un mot, mais ils ont vraiment été extraordinaires, très sensibles. Face à tout ce qu'ils ont vu, il y a eu beaucoup de retenue, malgré leur émotion qui était constante. Aussi la présence de M. Chimès est inestimable. Inestimable, c'est tout ce que les livres disaient. C'était perfection. À chaque fois que lui nous parlait, on se sentait vraiment imprégné dans c'était magnifique. Et voilà, moi ça fait longtemps que je le sais. Je l'ai mis dans le cheveu. Je vais faire ce voyage avec des membres de famille. Je l'ai fait. Et merci enfin. J'aurais pas dit aussi bien. Elle a parlé. Ravie de ce voyage. Parce que tout le monde était au top. Bien sûr, là-bas à Auschwitz, sur les camps, j'avais très mal au cœur comme tout le monde, une impression de mort. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup marché, beaucoup imprégné de ce que je me souffert. Et je suis prête à recommencer avec plusieurs places pour les gens. Et je tiendrai même jusqu'au bout. Nous avons beaucoup souffert avec Alexandre. Nous avons beaucoup passé de sales nuits pour nos subventions, mais grâce à Dieu, nous sommes arrivés. Daniel, tes impressions par rapport au voyage, à ce que tu as vu Je connaissais déjà. C'est bien d'aller avec les jeunes et surtout de voir qu'ils sont intéressés, que ça ne tombe pas dans les trucs. Ce que je pense surtout, c'est qu'il faut en faire d'autres, il faut répéter l'opération et sans arrêt continuer ce qu'on fait avec les jeunes, parce que c'est eux, surtout si c'est des jeunes, qui sont aussi motivés que cela. Ce que je pense aussi, c'est que les professeurs ont fait un boulot remarquable de préparation et que les jeunes étaient motivés. Alors, moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il faut continuer de le faire, parce que d'aller là, c'est quelque chose d'unique. Et à côté des voyages. Pour moi, ça a été un voyage de mémoire et ça nous prouve une chose. C'est que la vie des gens n'est pas grand-chose, mais ce qu'on a vu. La liberté, voilà, gagner tous les jours.
voilà, sur ce que tu as vu, ce que tu as ressenti.